RLP, RLP, RLP. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées. On sait plus comment s'orienter. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur RLP, l'alternative. Aujourd'hui, nous avons une invitée, Elsa Roy. RLP. Bonjour Elsa, Bonjour, ça va? ça va bien, merci. Ouais, il fait beau, Il fait beau, il fait chaud. il fait chaud. Bon, on entend derrière quelqu'un qui tombe. Non, on l'entend pas. Alors Warren aujourd'hui est à l'enregistrement. Ça va Warren? Ça va et vous? Ouais, ça va. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je suis Elsa Roy. Moi, je suis praticienne en intégration des réflexes archaïques. Donc, je travaille en Dordogne. J'accompagne des enfants, des adolescents, des adultes sur tout ce qui va être difficulté dans les apprentissages, motricité, voilà. Ok, c'est quoi un réflexe archaïque? Est-ce que tu peux le définir? Ah ouais, c'est compliqué les réflexes archaïques, ça suscite toujours... Si on sépare les mots, réflexe on voit, archaïque on voit, mais les deux... C'est ça. Donc réflexe, vraiment pour redéfinir, c'est une réponse motrice qui va être involontaire et automatique, en réponse avec un stimulus. Et archaïque, c'est pas du tout du fait qu'il soit dépassé, c'est juste qu'ils viennent vraiment du début finalement de l'humanité, qui nous suivent depuis... D'accord, longtemps. C'est quelque chose d'originel dans notre corps. Exactement. Comment est-ce qu'on a repéré qu'il y avait ce type de réflexe? Est-ce que tu sais? Je ne saurais pas vraiment expliquer comment on a repéré ça. J'imagine qu'il y a des gens qui ont commencé effectivement à observer notamment le développement des bébés, les réactions que pouvaient avoir les bébés. Et ça constitue d'ailleurs maintenant des tests qui sont faits par les pédiatres à la naissance des enfants. Ouais. Est-ce que dans les réflexes archaïques, est-ce que déjà ça a un lien avec ce qu'on appelle les capacités émergentes? C'est vraiment des mouvements, pour le coup. Et D'accord. c'est la base de notre développement. C'est pas quelque chose qui est en latence, c'est quelque chose qui est présent et Qui qui se est présent, déclenche. qui se déclenche. Effectivement, c'est normal, c'est présent dans le corps depuis la naissance et même in utero. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait comme étude pour faire réflexologie archaïque? Je sais pas comment on dit le terme. C'est réflexologue? Alors non, c'est pas réflexologue, parce que réflexologue, c'est vraiment en lien avec la réflexologie plantaire ou palmaire, faciale. On dit accompagnant en intégration des réflexes archaïques ou praticien. C'est encore assez vague. Il y a plusieurs écoles qui sont, notamment en France. C'est des formations qui présentent plusieurs, on va dire un certain nombre d'heures de formation, souvent sur des week-ends, parce que moi j'ai fait ça en parallèle de mon ancien boulot. Ouais, est-ce que tu veux nous en parler de ton ancien boulot? C'est quoi? Ah oui, alors j'étais manip radio à l'hôpital. Donc tu étais déjà dans le médical? Donc j'étais déjà effectivement dans alors on va dire paramédical. Paramilitaire, ok. Voilà. Donc effectivement, j'avais déjà des bases en physiologie, anatomie, et je trouve que c'était hyper intéressant d'aller creuser là-dedans. Ouais. Du coup, c'est quoi le pont pour arriver au réflexe archaïque entre la radiologie et... Ce qui m'a poussée, moi, à me former? Ouais, qu'est-ce qui fait le tournant? Alors, le tournant, moi, c'était vraiment plutôt mon histoire personnelle. Dans mon entourage proche, on a rencontré des difficultés, notamment dans les apprentissages à l'entrée au collège. Il y a eu un bilan de neuropsychologie qui a été fait et un diagnostic de troubles déficitaires de l'attention, sans hyperactivité, pas forcément de nécessité de mettre en place un traitement. Et du coup, on a cherché justement des solutions alternatives. Donc, j'ai une amie psychologue qui m'a parlé des réflexes archaïques. Donc, on a testé et au bout d'effectivement plusieurs séances, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des vrais changements, notamment dans l'aspect quotidien.
Donc j'ai aussi testé sur ma fille qui était petite à l'époque pour se Le dire cobaye. attends, faut tester sur plusieurs personnes. Le cobaye. Le cobaye. D'habitude, on prend des animaux. Mais non, moi je prends les T'as pris enfants. ta fille. Et c'est vrai que sur une situation très concrète, il y a eu une vraie amélioration sur notamment le lavage des cheveux. D'accord. Parce que c'était... Quel lien avec le trouble de l'attention? Alors, non, parce que c'était pour ma fille, là, du coup. D'accord. Voilà. Et enfant différent. Et donc, une grande amélioration là-dessus, donc beaucoup plus de sérénité au quotidien. Et puis après, je me suis dit quand même, je vais pas tester que sur les enfants, je vais tester sur moi. Enfin les animaux. Non. Enfin les animaux, voilà. Et donc là, moi, j'ai pu remarquer qu'il y avait des choses que j'avais beaucoup traitées en thérapie. J'avais mis de la conscience sur des problématiques qui pouvaient m'appartenir. Je connaissais bien mon fonctionnement, je voyais ce qui pêchait, mais malgré ça, j'arrivais pas à passer au-delà. C'était sur l'attention aussi? Alors, c'était pas sur l'attention, moi, c'était plus sur confiance en soi et poser des limites et oser, on va dire non. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était très compliqué pour moi. D'accord. Même sur des choses bêtes, dire non à des copines pour aller manger au resto. T'y arrivais pas? Non, impossible. Ouais, on part de loin. Et le fait de l'ancrer dans le corps, ça a vraiment... j'ai senti que ça avait débloqué des choses. D'accord. Du coup, c'est sur les troubles de l'attention, par exemple, quels vont être des exercices de réponse? Je vais faire ça tout le long de l'émission, Ouais. parce qu'à chaque fois, ça me renvoie à une question. Ok, en fait, donc que ce soit sur les troubles de l'attention ou sur d'autres problématiques qu'on va pouvoir rencontrer, il va y avoir les tests des réflexes. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et il y a certains réflexes qui vont être plus en lien avec effectivement les troubles de l'attention. Que ce soit les troubles de l'attention ou autre chose, il y aura des liens avec les réflexes et notamment... au fait que justement le réflexe soit une réponse involontaire et automatique. Donc quand il y en a qui persistent dans le corps, ils vont venir parasiter finalement. D'accord, c'est pas que favorable, des fois il faut savoir les endormir un peu, enfin les... Exactement, en fait l'idée c'est qu'ils sont là dans les premières années de vie, ils sont hyper importants pour le processus de naissance, hyper importants pour le développement du bébé, qui va lui permettre de passer de coucher à debout. Mais par contre, après, une fois qu'ils ont joué leur rôle, dans le jargon réflexe, on parle d'intégration. D'accord. Donc, mise en veille. D'accord. Le cerveau n'en a plus besoin, donc le réflexe se met en veille. Et parfois, il reste actif. Et c'est à ce moment-là où ça peut venir parasiter et créer des difficultés, notamment dans les apprentissages. D'accord. On va continuer alors sur ce chemin, je reviendrai aux autres questions après. Une partie des réflexes archaïques que l'on a va devoir être mis un peu de côté et on va les réutiliser plus tard quand on en a besoin, on va les reprovoquer ou on va essayer de tous les annuler au fur et à mesure que l'on vieillit. Ouais, l'idée c'est ça, c'est que effectivement, alors il y en a une partie qui reste présente, c'est les réflexes de vie. Par exemple, si on parle du réflexe de respiration, il n'est pas question qu'ils se mettent en veille. Ouais. Et les autres réflexes, effectivement, il faut qu'ils se mettent en veille, eux, qu'ils s'intègrent. Progressivement. Donc normalement, à partir de 2 ans, 3 ans, il ne devrait plus y avoir de réflexes qui sont encore actifs. D'accord. Je pense qu'on peut quasiment tous se tester, c'est quand même assez rare, enfants comme adultes, qu'ils soient tous intégrés. On les compense plus ou moins bien. Ouais. Voilà. Et ensuite, effectivement, plus on en a qui restent actifs, plus ça peut être compliqué dans le quotidien. D'accord, parce que moi je croyais que c'était la recherche était de justement les reprovoquer pour qu'ils nous permettent d'être à l'aise avec des choses. Là, c'est l'inverse que tu t'expliques en fait. Ouais, c'est ça. On essaye de les endormir parce qu'ils viennent... Ils viennent nous poser des... Agir. Alors qu'on n'en a pas besoin. Exactement. Ils viennent polluer en fait le fonctionnement, on va dire que... la bonne marge de notre corps. Oui, c'est ça. D'accord, c'est super info, ça, je ne savais pas. Et du coup, est-ce que c'est reconnu par la médecine Alors, c'est reconnu par la médecine, on va dire oui, dans le sens où, effectivement, les pédiatres les recherchent à la naissance. Et pour eux, il y a vraiment un gros signe de neurologie. Donc, effectivement, s'ils voient que certains réflexes ne sont pas actifs à la naissance, s'ils ne sont pas présents, là, ça va leur faire poser des questions, savoir est-ce qu'il y a des problèmes
est-ce que l'enfant va développer des problèmes neurologiques par la suite. Mhm. Mais par contre, après, on les oublie complètement. Et à certains médecins, effectivement, il ne faut pas leur parler de réflexes archaïques actifs parce que pour eux, c'est possible uniquement dans des grosses pathologies neuro. D'accord. Voilà. Et donc, c'est très bien, l'enfant a ses réflexes à la naissance, tout va bien, mais par contre, après, on s'en occupe plus. Donc, à 7 ans, au moment de l'apprentissage de la lecture, parfois, ça peut effectivement apparaître comme plus de difficultés finalement qu'un autre enfant. D'accord. Mais du coup, c'est un système de protection, en fait, les réflexes archaïques. Et parfois, on n'en a plus besoin. Effectivement, c'est ça. On n'en a plus besoin. Par contre, dans certaines situations, ils vont ressurgir. Ouais. Oui, je reprends l'exemple du trouble de l'attention. C'est quoi, en fait, qui provoque le trouble de l'attention et quel réflexe se met en place pour troubler l'attention? Alors, je ne vais pas répondre à la question. C'est quoi le trouble de l'attention? C'est vraiment un fonctionnement neuroatypique. C'est cérébral. Par contre, je ne vais pas dire que ce ne sont pas les réflexes qui vont forcément provoquer ce trouble de l'attention, mais il a été observé que chez de nombreux enfants présentant des troubles déficitaires de l'attention, souvent on retrouve les mêmes réflexes archaïques qui sont actifs. D'accord. Du coup, ça fait comme une barrière pour éviter de pouvoir rectifier le trouble de l'attention. C'est ça un peu le ça peut permettre effectivement de venir améliorer le quotidien de l'enfant ou de l'adulte en levant certaines barrières. Ouais. Oui, c'est ça en fait. Ça crée une barrière pour éviter qu'on touche. C'est comme s'il y avait le trouble de l'attention derrière une barrière. Et cette barrière, ce serait le réflexe archaïque. Et il faut baisser la barrière pour pouvoir aller vers le trouble de l'attention. C'est ça un peu? C'est un peu ça. Et c'est surtout que les réflexes vont venir rajouter des difficultés. Parce que, notamment, je pense qu'on le développera par la suite, mais parce que oui, on a prévu un peu l'émission. Mais si on parle du réflexe tonique asymétrique du cou, ils ont tous des noms un peu barbares, c'est la rotation de la tête qui vient créer certains mouvements du corps. Donc, si l'enfant est tout le temps, ou l'adulte d'ailleurs, en train de lutter contre ces mouvements parasites, il ne peut pas pleinement se concentrer. Ouais, ok. Ok, je comprends. Quand je te parle, je commence à avoir mal un peu partout. On va tester après, dommage, vous ne pourrez pas voir. Est-ce que tu te considères comme médecin? Pas du tout. D'accord. Non, loin de là. Tu te considères comme intervenante autour des réflexes? Oui, c'est ça. Pourquoi tu es venu travailler ça en particulier? Tu l'as expliqué, il y a quelqu'un dans tes proches, etc., qui était touché par ça, mais tu aurais pu le déléguer à quelqu'un d'autre. Pourquoi toi, tu t'es senti à l'aise avec le sujet pour pouvoir aller... Je sais pas, parce que j'ai l'impression que moi, dans mon cheminement, j'ai beaucoup mis en place effectivement de choses pour évoluer, avancer. Et le corps, finalement, j'ai l'impression qu'il prenait moins d'espace que les émotions ou le psycho. Et que pour autant, c'est des fois la clé. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est un autre élément en fait de résolution de notre corps. Ok. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à essayer de régler le psycho. Il y a plein de psys d'ailleurs et de psychothérapeutes. Ouais. Mais c'est vrai que cet aspect physique du corps, on le laisse souvent aux sportifs, enfin au monde du sport. Oui, c'est ça. Plutôt qu'au monde du médical. Le monde du médical, il s'en occupe quand il faut couper, trancher, recoller des bouts. On dissocie beaucoup dans le médical. Parce qu'effectivement, il y a le médecin généraliste qui va beaucoup réorienter. Et après, ça va être des spécialistes du genou, de l'épaule, de la tête, du digestif. Et tout est lié finalement. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Hein. Et est-ce que y a un constat que toi, tu as fait sur l'état physique des gens? Parce que je dis ça parce que je sais qu'il y a une psychologie de la posture. Ça signifie quelque chose, la posture. C'est ça. Et c'est ça qui est toujours très rigolo. C'est parce que, alors surtout au début, maintenant je fais un peu plus abstraction, mais quand j'ai commencé avec les réflexes,
forcément, je regardais tout le monde et je me disais, oh, là, il y a quelque chose. Tu te mettais autour de lui, allez, on va Et se ça faire... me fait penser à une collègue qui est posturologue sur Montpellier. Et pareil, quand elle est dans la rue, elle regarde tout le monde marcher. Et elle se dit, waouh. Ah, il y a des posturologues. Ouais. Je savais, oui, qu'il y avait... J'ai lu 2 livres là-dessus. Je trouvais ça hyper intéressant, mais je pensais pas qu'il y avait des spécialistes. Bah, elle est ostéo-kiné, mais spécialiste en posturo. D'accord. Et toi, d'ailleurs, comme étude, qu'est-ce que tu as fait? Dans le paramédical, c'est large. Alors moi, je me suis un peu perdue dans les études. Non, je me suis pas perdue. Initialement, mon rêve, c'était d'être vétérinaire. Bon, j'y suis pas. Ouais, t'es pas loin. Il y a des êtres vivants, là. C'est ça. Et ensuite, du coup, j'ai fait médecine 2 fois la première année. Hein. Et j'ai fini, j'ai eu le concours de manip radio. Donc, je me suis dit qu'après 3 ans d'errance, il fallait faire quelque chose. Ah, c'est en dépit de... Oui, clairement. Enfin, du coup, j'ai loupé kiné. Ce qui était dans le corps, finalement, aussi. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi de ça qui me rapproche des réflexes? D'accord. C'est intéressant. T'étais sportive comme gamine ou maintenant t'es sportive? Alors, j'étais plus sportive petite que maintenant. Je sais pas. Oui, vous me voyez pas, donc... Prendre soin de son corps, c'est pas réservé qu'aux sportifs. Et justement, peut-être qu'il y en a qui ne font pas de sport parce qu'ils ont des difficultés de motricité ou parce qu'ils ont des douleurs, ils ont consulté plein de personnes et il n'y a rien qui change. Et souvent, quand tu vois plusieurs médecins, kiné, ostéo, et qu'on résout pas ta douleur, on finit toujours par te dire que c'est dans la tête. Ouais. Oui, je suis assez d'accord avec toi sur le sport n'appartient pas, enfin, l'activité physique n'appartient pas qu'aux sportifs. Mais sur ces belles paroles, on va glisser vers une pause. Alors, Radio tu Libre as choisi en Périgord. 3 morceaux. Est-ce que tu veux bien nous citer le premier? Oui, alors le premier, j'ai choisi On Stage de Jive Me. C'est un groupe que j'avais découvert en festival et j'avais bien aimé. C'est un peu de mouvement, voilà, pour nous réveiller.
De retour sur l'alternative avec notre invitée, Elsa. Rebonjour Elsa, ça va ? Bonjour, ça va toujours. RLP. Est-ce que c'est une alternative, un complément ou une contestation d'être intervenant sur les réflexes archaïques ? Alors une alternative, très certainement, mais je dirais plutôt un complément. Ouais. Oui, il n'y a pas d'effet de détruire le système, d'aller vers d'autres pratiques médicales comme on peut trouver. Non, pas du tout. Au contraire. Le nouveau chamanisme, tout ces trucs-là. Non. Je travaille beaucoup avec d'autres professionnels et c'est là tout l'intérêt. D'accord. Est-ce que, avant de rentrer un peu plus sur les réflexes archaïques, quel type de population tu reçois ? Alors, je reçois, on va dire en grande majorité des enfants. Quelques bébés aussi, qui sont souvent orientés par mes collègues ostéos, et aussi des adultes. Ouais. Âgés ou jeunes ou... Plutôt, je dirais, jeunes, quand même, dans ma tranche d'âge. D'accord. Oui. Qui sont, entre 30 et 40, 50. Des fois, j'ai eu des plus âgés, mais... Ah, sympa, c'est jeune. Merci. Mais oui. C'est cool. Oui, parce qu'on a tendance à être classifié au-delà de 35 ans, c'est mort. Non, j'y suis déjà au-delà des 35, donc c'est jeune. D'accord. Et tu as une plus grande proportion, c'est des enfants ou des adultes ? C'est les enfants. D'accord. Et plutôt entre... C'est juste pour essayer de déterminer quand est-ce que les familles ont le réflexe d'aller voir des gens autour des réflexes. C'est ça. Plutôt entre 6 et 12, je dirais. D'accord. C'est vraiment au moment où, dans les classes où on vient poser les premiers apprentissages, la lecture, l'écriture, ces choses-là. Ah oui, ils viennent d'abord régler quelque chose qui va être en interaction avec le monde, plutôt qu'en interaction avec eux-mêmes. Oui, c'est plutôt souvent parce qu'il y a une difficulté scolaire qu'on cherche une solution et les réflexes arrivent. Plus que pourquoi ils boitent. Oui. D'accord. Mais il y en a quand même qui viennent sur d'autres sujets Alors oui, j'ai aussi beaucoup, une grosse part aussi autour de l'émotionnel. D'accord. Voilà. Et de ton point de vue, c'est plus des demandes des parents, mais est-ce que les enfants sont volontaires pour résoudre ça ? Alors ça dépend. Ou c'est que l'influence des parents ? Non, ça dépend. Il y a des enfants pour qui vraiment... Ils ont aussi conscience de la difficulté et c'est vraiment important pour eux de la régler. Et il y en a d'autres, souvent, malheureusement, ils ont déjà vu beaucoup de professionnels, donc en fait, ils ont un gros ras-le-bol. Ouais. Mais ils ont conscience, parce qu'au-delà de 6 ans, après l'âge de raison, on peut commencer à mettre des raisonnements qui vont permettre de construire, notamment les relations sociales ou les relations au monde. Mais ils pourraient ne pas avoir conscience du fait que ça pose un problème. Il y en a qui n'en ont pas conscience. Effectivement, pour eux, tout va bien et c'est un peu logique aussi parce qu'on leur demande des choses... oui, et puis ils n'ont pas de référence. Ils n'ont pas forcément de référence. Et, de ce qui est bien, de ce qui est... C'est ça. Enfin, de ce que l'adulte veut qu'il soit bien. C'est ça. D'accord. Et quand tu vois les adultes, eux, ils viennent pourquoi ? C'est quelque chose encore sur des relations sociales ou Alors les adultes, perso ? C'est beaucoup plus perso. C'est souvent en lien avec l'émotionnel. Aussi, okay. Aussi, ou plutôt effectivement d'ordre physique. Donc une douleur ou j'ai eu des personnes qui venaient surtout pour aussi des difficultés, on va dire, de coordination. Notamment sur un sport, en danse, ou effectivement des problématiques d'équilibre. Ouais. Voilà, ces petites choses-là. Toi, tu dirais qu'ils viennent de quel milieu social ? Plutôt aisé, plutôt pauvre, plutôt très riche. Alors, je ne sais pas, j'ai pas les comptes en banque des gens, mais je dirais quand même... en tout cas suffisamment aisé pour pouvoir se permettre d'aller vers une pratique qui n'est pas remboursée. Ouais. Déjà pas par la Sécu et très peu par certaines mutuelles. D'accord. Et en termes d'état d'esprit, tu penses que les familles sont sur
quel type d'état d'esprit? Est-ce qu'ils sont très conformistes? Est-ce que c'est plutôt des gens pas à la marge de la société, mais un petit peu à la marge dans certaines de leurs pratiques de vie? Alors j'ai un peu de tout le monde. Les gens qui vont être plus conformistes vont être orientés par des professionnels. Et là, je vais avoir la réflexion en me disant « Oui, bon, ben, l'ostéo m'a parlé de vous, l'orthoptiste m'a parlé de vous, et là, le podologue m'a parlé de vous, donc, bon, je me dis que je viens. » Et sinon, effectivement, des personnes qui vont avoir une ouverture vers des systèmes plus alternatifs, effectivement. Ils sont plus nombreux, ceux-là, ou moins nombreux? J'ai jamais vraiment quantifié, à vrai dire. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Et toi, dans ton origine de vie, est-ce que tu es plutôt sur des systèmes alternatifs? Alors moi, à l'origine, pas du tout. Est-ce que tu vas soigner une diarrhée avec des plantes, ou est-ce que tu vas aller prendre un Imodium Alors maintenant, oui, je suis tout à fait dans l'alternatif, beaucoup de plantes, effectivement, tout en sachant qu'il y a des choses, effectivement, pour lesquelles il faut passer par la médecine, et ça, voilà, notamment en travaillant dans le milieu médical et beaucoup en oncologie. Bon, bah là, je me permettrai pas de dire à une personne... Tes parents, ils bossaient dans le milieu médical? Non, pas du tout. Non, ils faisaient sans indiscrétion, si tu veux pas le dire. Mon père était ouvrier à l'usine Legrand, à Chalut, et ma mère secrétaire de mairie. D'accord. Tu dirais que tu viens d'un milieu aisé, confortable, très riche, pauvre? Confortable, ouais. D'accord. Ok. Allez, on va plonger un petit peu plus dans les réflexes archaïques. Et là, je pense que ça va intéresser tout le monde. Combien est-ce qu'il y a de réflexes archaïques? Est-ce qu'on peut dénombrer déjà ou... Alors, il y en a plus de 70. Alors, je ne citerai pas les 70. Moi, je travaille sur à peu près... Plus de 70? Ouais. Wow. Ah ouais. Une vingtaine. 20-25 réflexes que je peux tester, moi, en cabinet et sur lesquels je peux travailler. Allez, cite-nous-en un, là, qu'on voit. Alors, je vais dire le premier. C'est pas vraiment un réflexe, mais c'est un ensemble de connexions qui vont être primordiales pour la suite. C'est la radiation du nombril. Voilà. Ah ouais, déjà, ça a l'air trash. On va dire in utero, le centre de notre monde, c'est notre nombril. Parce que c'est là où est relié le cordon ombilical, c'est par là qu'on est nourri, tous les échanges se font par là. Et en fait, au moment de la naissance, justement, tout cet échange-là ne se fait plus par le nombril, donc il faut créer des nouvelles connexions. Donc le nombril devient notre centre de gravité, et la première connexion qui s'établit, un peu comme une étoile finalement, dont le nombril serait le centre. La première branche, c'est la bouche, parce qu'il va falloir pouvoir se nourrir. Ensuite, il va falloir pouvoir évacuer les selles, parce qu'un bébé qui se nourrit doit pouvoir évacuer. Donc il y a une connexion avec notamment sacrum, rectum et toutes les voies excrétrices. Et ensuite, les autres branches, c'est tout ce qui va être les deux bras, les deux jambes. C'est des premières connexions qui vont vraiment participer à la posture, au tonus, à la coordination globale de la personne et à la lutte contre la gravité. Donc, tenir sa tête, se redresser. Et c'est là, après, toutes les étapes du développement. Donc, celles qu'on connaît. S'asseoir, ramper, 4 pattes debout. Et si cette organisation est fragile... ça peut venir impacter justement l'intégration des réflexes par la suite. Et la difficulté, finalement, si on prend des exemples du quotidien, à se sentir stable, à être centré, organisé dans son quotidien, toutes ces choses-là. Quand on a préparé l'émission, tu m'as parlé de certains gestes qu'il ne fallait pas proposer à des enfants, notamment asseoir un enfant dans un... Oui, alors c'est pas du tout pour culpabiliser, il faut bien le préciser, on n'est pas là pour culpabiliser les parents, parfois on fait comme on peut et parfois on n'a pas les informations nécessaires. Mais pour le développement du bébé, effectivement, c'est très important de ne pas proposer de choses
que le bébé n'est pas capable de faire par lui-même. C'est plutôt important de ne pas le coincer entre des coussins pour le tenir assis. Pourquoi ? Parce que il va louper des étapes. Enfin, forcément, un enfant, son but ultime, ça va être de se mettre debout et de pouvoir devenir un mini-adulte et un adulte par la suite. Et un bébé qui va être au sol, ça va être moins attractif certainement pour lui parce qu'il va pas voir les mêmes choses que quand il va être assis ou que quand il va être debout. Ouais. Donc une fois qu'il va être habitué à une position ou une posture qui va être normalement plus tardive dans son développement, il va pas avoir envie de retourner couché au sol. Oui, puis on le voit bien, nous adultes, on a accepté la chaise. On a accepté la chaise, on s'assoit, effectivement. Ben oui, puisqu'avant il s'asseyait au sol. Il s'accroupissait ou il s'asseyait au sol. Exactement. Effectivement. Je ne sais pas si tout le monde était en tailleur, mais en tout cas, le dossier n'était pas le premier élément qui venait. C'est ça. Et nombre d'adultes, je pense que, et encore plus en vieillissant, je pense qu'on peut leur dire enlève ta chaise, assieds-toi en tailleur, accroupis-toi. Oui, c'est compliqué. En termes de maintien et de muscles, c'est pas du tout la même chose que quand on t'a posé dans un coussin très petit et que tu es devenu fonctionnaire. Que tu es assis sur une chaise. Ok, est-ce que tu peux nous donner 2-3 réflexes comme ça archaïques ? Oui. Alors moi, un que j'adore et que je travaille énormément, et puis peut-être parce que pour moi, il a été assez salvateur, ce réflexe-là, c'est le réflexe de Moro. Vas-y. Donc celui-là, il se déclenche, c'est un réflexe d'alerte, de peur. Il va se déclencher notamment quand la tête va basculer en arrière, donc dans une sensation de chute, ou avec des stimuli extérieurs, notamment des bruits. Et donc là, on va observer chez le bébé une forme de sursaut, avec un déclenchement, une ouverture déclenchée des bras et des jambes. Voilà, il s'ouvre, et ensuite, ça déclenche des pleurs, et le bébé essaye de se replier sur lui-même. Donc en fait, il y a une des fondatrices, alors je vais pas trop développer l'historique parce que déjà je suis pas assez au point là-dessus et c'est un peu rébarbatif, mais Svetlana Mazgutova, une Russe qui a beaucoup étudié les réflexes archaïques, et je pense qu'en Russie, on va pas se mentir, mais pas forcément la même éthique que nous, donc ils peuvent plus observer peut-être les bébés que nous on peut le faire en France en termes d'expérimentation. Et elle le met en lien avec la première respiration du bébé. D'accord. Le fait que ce réflexe crée une première grosse inspiration. Donc, il sert à protéger. Et il permet au bébé de réagir, on va dire, rapidement à un changement brutal ou en tout cas, un bruit qu'il a pu entendre. Ouais. Et c'est un réflexe qui est aussi là. C'est bon ? Du coup, oui, on va plonger un petit peu plus dans les réflexes archaïques. Est-ce que tu peux nous en citer 2 ou 3 comme ça et nous dire ce que ça engage, ce qu'il faut faire, je sais pas. Oui, tout à fait. Donc on va partir sur un premier, moi, que j'aime bien, le réflexe de Moro. Donc, c'est un réflexe qui va être réflexe de survie, d'alerte, de peur chez le bébé. Et il se déclenche avec la bascule de la tête en arrière du bébé, qui va lui déclencher comme une réaction de chute, finalement. Et à ce moment-là, on observe vraiment une ouverture des 2 bras et des 2 jambes du bébé, qui vient se balancer en arrière. C'est quoi, il cherche à s'équilibrer ? Il cherche très certainement, c'est un peu comme si on cherchait à se rattraper, finalement. Parce que ce réflexe, je fais un petit parallèle, mais dans notre vie de tous les jours, il peut se réactiver en situation d'urgence. Exemple, qui nous concerne pas trop à Périgueux et en Dordogne, mais t'es dans le métro ou dans le tram, tu te tiens pas trop, ça freine. La première réaction qui va être, ça va être d'ouvrir, en tout cas les bras, et ensuite, couplé au réflexe d'agrippement, d'attraper le premier truc qui passe pour se retenir. Comme un petit singe que nous sommes. Exactement. Qui cherche une branche. Pour se rattraper. Et ce réflexe, il va aussi se déclencher
suite à des stimuli extérieurs, notamment bruit, lumière forte. C'est un réflexe de peur. Oui. Et du coup, il peut y avoir plusieurs comportements où il s'ouvre, où il se referme. Oui, en fait, dans le schéma, la tête bascule ou un stimulus extérieur, ça crée l'ouverture, puis la fermeture. Donc les bras et les jambes se replient, le bébé se met en boule finalement, des pleurs, pour signifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour aller jusqu'au bout du schéma réflexe, il va se terminer parce que l'adulte va avoir compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas et va venir rassurer l'enfant par un câlin. D'accord. Voilà. D'accord. Et tu disais en préparant qu'on peut le retrouver dans des comportements d'adultes, notamment ceux qui aiment bien avoir peur. Oui. Par exemple, est-ce qu'ils recherchent une émotion de la petite enfance ? Ça peut effectivement, dans le réflexe de Moro, quand il est actif, on peut retrouver des personnes aux comportements différents, des personnes qui vont effectivement être un peu tête brûlée et qui vont chercher un peu cette adrénaline en permanence. Ouais. Et au contraire, des personnes beaucoup sur la réserve, qui sont plutôt fermées et qui vont avoir de nombreuses peurs. Ça va être un peu ça, effectivement, s'il est mal intégré. Parce que... Alors, il va permettre de construire une sécurité intérieure, ce réflexe-là. Si le réflexe est mal intégré, pas si la personne est mal intégrée. Oui, c'est ça. Dans sa base, effectivement, il va permettre de créer une sécurité intérieure. Il va aussi avoir un lien avec l'équilibre, ce réflexe, le système vestibulaire, puisqu'il est déclenché par un mouvement de tête. Ouais. Donc, ça va venir impacter ça. Et si le réflexe reste actif, on va pouvoir observer un système nerveux qui reste en vigilance permanente, excessive. Donc, une personne qui va être sensible au bruit, par exemple, au changement, aux imprévus. La personne qui déteste les nouveautés, ça lui fait peur. On peut se dire que ce réflexe-là, il peut être là. Écoutez bien les amis, parce que quand je vais vous revoir, je vais remarquer ça. Des sursauts fréquents, la personne qui sursaute dès que quelqu'un passe à côté, voilà. Des difficultés à se poser, à s'endormir, à gérer la frustration. Alors, j'ai beaucoup de parents qui m'emmènent leurs enfants parce qu'il y a des problèmes de frustration. Il n'y a pas que le réflexe de Moro, hein. Il y a plein d'autres choses à côté. Oui, mais celui-là, il a quand même un éventail assez large. Un éventail vraiment très large. Et en fait... Alors, du coup, toi, ton travail, c'est de le réduire, le minimiser un peu, le mettre un peu en retrait. Exactement. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, justement, on va repartir sur les schémas moteurs du réflexe. Donc, tu pousses les gens ? Je peux pousser les gens ? Non, je rigole. Je viens voir si, effectivement... Le test, clairement, c'est je mets la personne debout devant moi. Je lui demande de fermer les yeux, de basculer la tête en arrière, de tendre les bras devant elle. Et moi, je suis derrière, je lui demande de venir tomber dans mes bras. Ah, comme les jeux de confiance. Voilà, et je vois, alors clairement, il y a la personne qui dit « non, c'est pas possible, je cherche pas à aller plus loin, le réflexe, il est là ». Il y a les personnes pour qui, c'est facile, donc ça, c'est OK. Et quand c'est facile, je rajoute une petite difficulté, je demande « c'est OK que je te lâche et que je te rattrape ». Parce que des fois, c'est facile avec mes mains au contact, et si je lâche, hop, le pied part en arrière, et ce qu'on observe, c'est comme ce qui se passe dans le réflexe, c'est que les bras qui sont devant initialement s'écartent à la chute. Et donc là, moi, je vais venir retravailler ce schéma de fonctionnement. Donc, des mouvements dans l'ouverture, dans la fermeture, et surtout la sécurisation de la tête. Donc, des flexions-extensions pour venir sécuriser ce mouvement-là. Radio libre en Périgord. Et ça va être le principe dans tous les réflexes. Donc, ouais. Bon, garde-en sous la main. On va se faire une deuxième petite pause avec un morceau de Anne Sylvestre. Et c'est le titre... Les gens qui doutent. À tout à l'heure. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger.
J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, et qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. De retour avec Elsa sur les réflexes archaïques. On va aller sur un autre réflexe. On va essayer d'en faire deux. RLP. Un autre réflexe sur lequel tu travailles. Oui, un autre réflexe qui est hyper important justement pour les apprentissages, mais aussi le sport en général. C'est le réflexe tonique asymétrique du cou. Donc on l'appelle RTAC pour réduire un peu. En fait, celui-là, il va se déclencher quand la tête tourne vers la droite ou vers la gauche. Et quand la tête tourne, il y a le bras et la jambe du côté du regard qui s'ouvrent. Et l'autre côté se replie. Un peu comme une position d'escrimeur. Des fois, il est appelé le réflexe de l'escrimeur. Et en quoi, en fait, il est bon de le mettre en veille ? Alors, Parce que quand on se tourne, par exemple, c'est plutôt intéressant d'avoir... c'est plutôt intéressant de pouvoir tourner que la tête et qu'il n'y ait pas le tronc qui tourne aussi. Ah, ouais. Ah oui, je suis en train de le faire en même temps. Et oui, et en fait, c'est un peu le réflexe de Pierre Richard. Non, mais pour la ref, oui. pour les vieux. Oui, pour les gens de plus de 35 ans. C'est ça. Le maladroit, en fait. Parce que quand ce réflexe est actif, il n'y a pas de dissociation entre le tronc et la tête. Ok, je comprends. Ouais, Donc, ouais. t'es à table, t'as posé ton verre, quelqu'un te parle, tu tournes la tête, le bras se tend, donc le verre tombe. La trousse à l'école tombe. Oui, je vois le principe. Voilà. Et en fait, pour l'écriture, ça va être la même chose. Si on n'est pas capable de dissocier, l'enfant va tout le temps devoir lutter contre ce réflexe-là. Donc, il va mettre de l'énergie à tenir son bras et il va pas pouvoir la mettre dans l'écriture. Et quelqu'un qui sait ça, en fait, peut jouer avec toi, t'appeler au moment où t'écris. Ouais. Et tu ratures tout. C'est ça. Un autre réflexe ? Un autre réflexe, alors on peut parler un peu plus rapidement sur les réflexes du dos. Allez. Il y en a au moins deux dans le dos, le réflexe de Pérez et le réflexe de Galland. C'est des réflexes, eux, qui vont se déclencher par des stimulations. Donc le long de la colonne et sur les côtés du dos. Donc ils vont provoquer des mouvements du tronc, des ondulations. Ils vont être hyper importants pour le processus de naissance, permettre au bébé de naître et puis ensuite gagner en tonus musculaire. Et c'est des réflexes qui vont être très posturaux.
Et là où ils vont être gênants, quand ils restent actifs, ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui touche ton dos, ça crée du mouvement. Ouais. Et donc, beaucoup d'hypersensibilité tactile. Les enfants qui supportent pas, ou les adultes, hein, ça existe, les étiquettes, des t-shirts, des pantalons, qui détestent les pantalons qui les serrent à la taille. Ça peut être en lien avec ces réflexes-là. D'accord. Et aussi, un truc important qui pourrit la vie de nombreux enfants, c'est l'énurésie, le pipi au lit. Ouais. Alors, il n'y a pas que ça. Avant, on vérifie qu'il n'y a pas de problématiques fonctionnelles et médicales, mais il peut y avoir du lien avec les réflexes. D'accord. C'est Ok. Rapidement, est-ce qu'on a le temps d'en faire un dernier ? Oui, on va accélérer sur les autres questions. On va accélérer. Alors, il y a les réflexes des pieds, Babinski qu'on connaît, mais il y a les réflexes des mains. Et je pense que celui-là, il va plus parler aux auditeurs. Le réflexe d'agrippement. Quand on touche la main on met le doigt dans la main d'un bébé, il serre. Donc, c'est juste pas parce qu'il nous aime. Désolée si je casse le mythe, mais c'est un réflexe. Et effectivement, ce réflexe-là, il va être problématique s'il reste actif. Parce que il va y avoir du manque de contrôle au niveau de la main. Parce qu'en fait, le bébé va... Tu veux dire qu'en grandissant, il faut retirer ce... Il faut effectivement que ce réflexe soit en veille, parce qu'on n'a plus besoin de serrer fort à chaque fois qu'il y a quelque chose qui touche notre main. Ouais. Il faut qu'on puisse... C'est ça le développement de ce réflexe. Au début, quelque chose touche la paume de la main d'un bébé, il serre fort. Et puis progressivement, par le jeu, par l'expérience, il va apprendre à « Ah ben oui, je peux l'attraper » et je lâche. À gérer la force et à gérer le mouvement. À gérer la force. Après, il va attraper avec la pince. Des fois, on les voit attraper des minuscules poils ou des micro-cailloux. D'où l'intérêt de travailler la motricité fine. Pour Exactement. l'entraîner, en fait, à gérer et cette conscience et cette force. C'est ça. C'est pour ça, vraiment... Alors là, on en parle pour le réflexe d'agrippement. Je rebondis parce que c'est vraiment ça qui va permettre pleinement l'intégration des réflexes, c'est de laisser expérimenter. Laisser toucher des textures différentes, leur laisser toucher. Il y a une phase que nous, en tant que parents, on n'aime pas trop. C'est la phase de crise du réflexe, notamment celui d'agrippement, parce que le bébé apprend qu'il peut lâcher. Souvent, on le voit au moment des repas où l'enfant prend quelque chose et il le jette par terre. Donc ça, c'est franchement pénible, parce qu'il faut nettoyer. Mais c'est une phase importante de ce réflexe-là. Et c'est aussi ce qui va lui permettre émotionnellement de pouvoir ensuite lâcher prise, avoir de la sécurité intérieure pour pouvoir se séparer aussi du parent. On pourrait faire 2 heures là-dessus. Oui, il y en a pas plus de 70, alors là, c'est incroyable. Moi, je pourrais rester 2 heures à t'écouter. On va aller sur des infos, vu que c'est pas reconnu. Sur quelle base tu crées le tarif ? Alors, je sais pas quel est le tarif des autres. En tout cas, moi, je me suis basée un peu sur les tarifs que peuvent appliquer d'autres professionnels, notamment les ostéos. Je pense que la première séance, en tout cas, qui est une séance bilan, ou les séances adultes, je compte à peu près 1h30. Et le prix, c'est 70 €. Et les séances ensuite de suivi pour les enfants, c'est 1 heure et j'ai fixé le tarif de 50 €. D'accord. On va revenir vite fait, parce que là, tu me fais rebondir. Comment tu organises le premier contact ? Qu'est-ce qui se passe ? On se prévoit de faire 2-3 séances. Qu'est-ce qui se passe à la première séance ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, la première séance, il y a toute une partie de discussion. Parce que c'est important de savoir, effectivement, ce qui amène les personnes à venir me voir. Plus ou moins qui les a orientées, mais sinon, quelle est la problématique ? Et transformer cette problématique en un objectif pour que ce soit motivant. Alors, un adulte, il vient de son plein gré, mais un enfant... qui vient avec ses parents et le parent lui dit en fait le problème c'est que t'écris comme un cochon, l'enfant ça le fait pas rêver, et l'écriture déjà il aime pas ça, donc son objectif c'est pas d'écrire, donc on va essayer de trouver autre chose, soit dans sa pratique sportive ou quelque chose qui le motive vraiment, et on va travailler autour de ça qui va
par effet boule de neige, venir... Ce serait quoi un de ces objectifs ? Je suis en train de m'éparpiller, je le sens, mais ce serait quoi un de mes objectifs ? Alors, c'est toujours difficile, les objectifs des enfants, mais tout ce qui va être vraiment en lien avec le corps. Ben, les petits garçons, ils vont me dire « Ah, moi, je veux courir plus vite. Voilà, toutes ces petites choses-là. Pas que les petits garçons. Non, les petites filles aussi, mais la course, ils aiment bien ça, les gars. Oui, il y a une construction sociale peut-être avec ça. C'est quoi tes relations avec le corps médical ? Parce qu'en préparant l'émission, tu me disais qu'il y avait du lien avec d'autres praticiens. Oui, alors moi, ça fait vraiment partie des choses que j'ai souhaité mettre en place. C'est connaître des collègues, même si on n'a pas le même métier. Mais pouvoir expliquer ce que sont les réflexes et pouvoir expliquer la complémentarité avec leur approche. Donc, je travaille effectivement avec d'autres professionnels. Alors, milieu médical purement parlant, j'ai peu de médecins encore avec qui j'ai eu du lien, mais je sais qu'il y a des médecins qui parlent des réflexes, donc merci s'ils écoutent. Après, il y a effectivement des ostéos qui sont de plus en plus nombreux à en parler et à m'orienter. Orthoptiste aussi, en lien avec les yeux. Il n'y a pas les psychomotriciens aussi, pour certains. Orthophonistes. D'accord. Est-ce que dedans, là, il y en a un qui est concurrent ou complément Non, il n'y a vraiment pas de concurrence. Il y a une tentative de mise en concurrence qui a été faite, je pense, par l'ordre des psychomotes, parce que c'est un métier qui est encadré. Législativement parlant, légalement parlant, je ne sais pas comment on peut dire. Mais en fait, je pense que c'est important, de toute façon, de toujours réfléchir, parce que quand on travaille autour des enfants ou des personnes qui ont un besoin, il y a toujours des gens qui profitent du système. Donc c'est important d'avoir une réflexion par rapport à ça, enfin, en tout cas d'être vigilant, mais je pense qu'on peut être pleinement complémentaire. D'ailleurs, il y a des psychomotes qui sont formés au réflexe et ça va les aider dans leur déblocage parfois de situations. D'accord. Est-ce qu'il y a un réseau des intervenants autour, que ce soit des psychomotriciens ou d'autres, ostéos ou comme toi, des intervenants autour des réflexes ? Est-ce qu'il y a un réseau pour des échanges d'informations, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas trop pour les parents ou pour les personnes extérieures. Alors, enfin, si d'ailleurs. Moi, je fais partie d'un réseau autour de la périnatalité sur Périgueux, donc qui nous permet de nous mettre en contact les uns les autres. Et puis, quand on a des questions particulières, on se les pose entre nous. Et il y a une association qui a été créée, Parentella, et qui permet effectivement aussi de pouvoir mettre en lien avec d'autres professionnels. D'accord, il y a un réseau autour... Il y a un réseau qui a été, en tout cas, qui a voulu se créer autour de professionnels de la petite enfance qui peuvent être en lien les uns les autres. Il y a des parents aussi qui amènent un petit peu de sources. Je me rappelle, oui. Je ne sais plus si c'est Parentella, mais je sais qu'il y a un groupe comme ça qui faisait des réunions d'échange ou des échanges d'expériences, des choses comme ça. C'est ça. Qui se mettaient en place. Comment tu organises ta visibilité ? Est-ce que tu as un site ? Est-ce que tu fais des journées portes ouvertes ? J'en sais rien. Alors, j'ai un site en construction encore, mais du coup, j'ai une page sur Facebook, Elsa Roy, Réflexe Archaïque Dordogne. Il n'y a pas de point Non, il n'y a pas de point, je crois pas. Et sur Insta, c'est réflexe, au pluriel, .Elsa Roy. Voilà. Donc ça, c'est mes principales sources. Une page Google aussi. Et alors, je fais pas forcément de porte ouverte, mais je vais quand même faire passer l'info parce que ça peut permettre déjà de commencer à parler de ce salon. Il va y avoir un salon des familles qui va se tenir... Alors, je vais vous retrouver la date parce que je ne l'ai plus en tête. Ça, on pourra le couper au montage. Merde, c'est que je l'ai écrit. En plus. Vas-y, prends ton temps, on coupera, t'inquiète pas. Où c'est que je me le suis écrit ? C'est pas là-dessus. C'est à Périgueux ? Ouais, c'est à Périgueux. Bon, attends, je vais le retrouver. Je veux pas dire de bêtises sur les dates, ça craint.
Oui, donc il y a un salon des familles qui va se dérouler, merci, le 21 et 22 novembre. Et ça sera donc aux alentours de Périgueux, mais c'est au Silo à Coulommiers. D'accord. Voilà. Et donc là, il y aura plein d'intervenants et je ferai partie du salon des intervenants. Donc s'il y en a qui souhaitent venir me rencontrer, ça sera avec plaisir. D'accord. Tu fais pas d'ateliers, des vidéos comme là on vient de faire pour expliquer Alors je fais pas trop ça, effectivement. Je pense que ça fait partie des choses que j'aimerais développer. Parfois, effectivement, je peux faire des petites vidéos un peu courtes sur les réseaux. Mais succinct, parce que voilà, sur les réseaux, on consomme. Je prends l'exemple d'un kiné qui s'appelle Sergent Major, je crois, quelque chose comme ça, il n'est pas plus fort que les autres, mais le fait qu'il fasse des vidéos... Oui, Major Mouvement. Major Mouvement, voilà. Est-ce que tu as des livres à nous conseiller, des vidéos, quelle que soit la plateforme, qui nous permettraient de continuer à comprendre ce que sont les réflexes, comment on agit dessus? Oui. Alors, déjà, j'essaye de partager, moi, du contenu sur mes réseaux pour vulgariser un petit peu. Ensuite, les livres. Alors, il y en a un qui est vraiment très complet. C'est le grand livre des réflexes de Sally Godard-Blight. Bon, là, il faut vraiment avoir envie d'approfondir le sujet. Après, il y a Emmanuel Sutherland qui a écrit plusieurs livres et qui sont très sympas et faciles à lire. Le dernier que j'ai acheté, moi, c'est le pouvoir incroyable des mouvements primordiaux de Lucas Bourguignon. C'est le dernier avec qui je me suis formée sur son niveau 1 et il fait aussi pas mal de vidéos sur les réseaux qui permettent de mieux comprendre ou d'avoir des idées. Alors, c'est très souvent il cherche le spectaculaire. Le réflexe, c'est pas miracle, mais au moins ça a le mérite d'expliquer un peu ce que c'est. Et après, il y a des petits livres aussi sur la boutique Arcanflex, qui est aussi une école de formation. Et j'ai aussi 2 trucs que j'aime bien proposer aux familles. C'est plus sur le côté émotionnel. C'est le blog de l'apprenti girafe, qui est super. Et des BD sur les émotions. C'est Enquête et mode d'emploi de Armella. Et ils sont top. Très bien, oui. Ok, t'es situé où? Alors, je suis située à Périgueux. En centre-ville, rue Guinemer, et j'ai aussi un cabinet plus proche de chez moi pour les gens du nord d'Ordogne, à Millac de Nontron. Tes contacts, comment on fait donc pour te contacter en dehors de Facebook? Tu as un téléphone, tu as quelque chose? Oui, j'ai un téléphone. Tu veux que je le donne à l'antenne? Je sais pas, c'est toi. C'est possible, il n'y a pas de souci. C'est le 06 83 01 05 93. Donc, par appel ou SMS. Ça me dérange pas du tout, voire je préfère recevoir un SMS et je rappelle quand je suis dispo. Après, j'ai un mail aussi, réflexe au pluriel, .elsaroy, R-O-Y, @gmail.com. Je te remercie d'être venu à l'émission. Merci à toi de m'avoir contacté et effectivement de m'avoir relancé parce que je peux avoir ce truc de procrastination. Mais en tout cas, c'était une chouette première expérience radio. Radio libre en Périgord. Donc j'espère que ça aura apporté des éclaircies aux auditeurs et que ça permettra de faire connaître un peu les réflexes. Bon courage à toi pour la suite. Merci. J'espère qu'on se reverra pour une autre émission, un petit peu plus longue peut-être. Avec plaisir. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous écouter. Bonne journée à tous et à toutes. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir. RLP. L'alternative, c'est pas malin. C'est la nuit noire ou le matin. C'est devenir un gros connard, fermé à tout témoin de rien. Et nous là-dedans, qu'est-ce qu'on y fait? On est comme des girouettes rouillées.